Si vous suivez un temps soit peu l'actualité, ce nom ne vous est pas étranger. Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, toujours vêtu de treillis, avec la posture ferme et surtout avec le verbe très tranchant. Si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. Cet homme est aujourd'hui le président du Burkina Faso, ou du moins, il est le président de la transition à la tête de ce pays. Mais il y a de cela 3 ans, son nom était totalement inconnu du grand public. Mais à l'heure où je vous parle, c'est l'un des leaders, si ce n'est le leader africain le plus connu à travers le monde entier. De Dakar à Johannesburg, en passant par d'autres capitales en Occident, son nom résonne comme un vent nouveau, comme l'écho moderne à l'héritage de M. Thomas Sankara. Mais tandis qu'une bonne partie de la jeunesse africaine, ou de l'Afrique, on va dire, lui est vraiment empathique, lui est vraiment solidaire, l'apprécie, l'érige au rang de héros en devenir, il y a des pouvoirs occidentaux et certains pouvoirs d'Afrique qui manifestent de la méfiance, voire de l'hostilité à son égard. Qui est donc Ibrahim Traoré? Pourquoi il est tant adulé par certains Africains et pourquoi dans le même temps il est menacé, haï par d'autres Africains et certaines capitales occidentales? Mais bien plus important, pourquoi on voit en lui l'héritage de M. Thomas Sankara? Mes chers amis, asseyez-vous confortablement, comme d'habitude, prenez votre verre de jus d'orange. Aujourd'hui, on va voir un peu l'histoire, de façon brève en tout cas, l'histoire de M. Ibrahim Traoré, sa gestion du pays, qu'est-ce qui fait qu'il est autant populaire et bien évidemment, pourquoi tant de capitales occidentales, tant de leaders occidentaux l'ont littéralement mis sur leur liste à abattre. Mais bien plus important, à la fin de la vidéo, on va essayer d'analyser les événements récents, essayer de développer peut-être une petite analyse sur ce qui pourrait justifier cette accentuation de l'hostilité vis-à-vis de sa personne. Donc les amis, c'est parti. Avant de continuer cette vidéo, petite page de publicité pour le partenaire de cette vidéo, Made in Immigration. Cette vidéo est sponsorisée par Made in Immigration. Made in Immigration, c'est une marque de vêtements, mais c'est bien plus que ça. C'est un projet qui m'a séduit et vous allez comprendre pourquoi. La team, aujourd'hui, je viens vous présenter bien plus qu'une marque de vêtements. C'est un cri de fierté cousu au fil de notre histoire. Cette marque est une marque qui rassemble, qui représente, qui met la lumière sur le continent africain. Que tu viennes de Dakar, d'Alger, d'Abidjan, de Kinshasa, Douala ou d'ailleurs sur le continent africain, cette marque est la tienne. Chaque pièce est conçue avec un tissu premium ultra confortable. Mais surtout, chaque vêtement raconte notre histoire, notre culture, notre solidarité, notre héritage. Donc naturellement, porter du Made in Immigration, c'est une façon de dire que tu es fier d'être africain, tu es fier de venir du berceau de l'humanité. Donc si vous aussi vous reconnaissez dans ces propos, n'hésitez pas à aller sur le site de Made in Immigration pour choper vos articles et vous m'en direz des nouvelles. En plus de cela, les vêtements sont livrés assez rapidement, on parle d'environ 5 jours grand maximum. Mais attention, les stocks s'écoulent assez vite parce que Made in Immigration, c'est un peu comme de la loco dans une bonne soirée ou si vous voulez, du Makemba. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller choper vos articles avant qu'il y ait une rupture de stock. Avec Made in Immigration, nous sommes fiers de nos racines, libres dans nos styles. Nous sommes le 30 avril 2025. Le monde entier observe, stupéfait, des manifestations massives qui ont éclaté aux 4 coins de l'Afrique et même au-delà. Des foules entières scandent un nom devenu le symbole de la résistance, Ibrahim Traoré. Il faut dire que ces mobilisations ne tombent pas du ciel parce qu'à peine quelques jours plus tôt, le gouvernement burkinabé, en tout cas les membres du gouvernement, ont officiellement communiqué sur le fait qu'ils auraient été victimes d'une énième tentative de renversement sous forme de coup d'État. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Et cette tentative de renversement aurait des ramifications profondes à travers l'Occident, mais aussi à travers la sous-région et un pays voisin est cité. Et donc, bien évidemment, que ça a mis le feu aux poudres. Et M. Ibrahim Traoré, il faut le dire, depuis un bon bout de temps, a développé, en tout cas au sein des populations africaines, au sein de la jeunesse africaine, une certaine empathie. Beaucoup se voient en lui, beaucoup sont solidaires de sa cause. Et naturellement, il y a eu un vent de manifestations à travers le monde entier, un vent de manifestations pour scander haut et fort le soutien au Burkina Faso et le soutien à Ibrahim Traoré. Et cette situation-là matérialise clairement la dualité de prisme
concernant ce monsieur. D'un côté, on a les Africains, en tout cas une bonne frange des Africains, de la jeunesse africaine surtout, qui lui est solidaire, qui voit en lui vraiment la manifestation de cette nouvelle façon de voir les relations africo-occidentales, on va dire. Et de l'autre côté, vous avez des dirigeants occidentaux, ou beaucoup, qui lui sont hostiles. Et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre parce que pour beaucoup, à travers leurs discours, à travers leurs interviews, on a senti une certaine animosité à son égard pour vraiment peser le mot. Et donc, on va essayer de comprendre d'où vient cette dualité. Et pour comprendre tout ça, il faut reculer un peu dans l'histoire. Fin avril 2011, à Ouagadougou, on entend des tirs. Le pouvoir de M. Blaise Compaoré, à cette époque président du Burkina Faso, commence à vaciller. Il y a des manifestations. À ce moment de l'histoire, un jeune officier observe tout ça. Et son nom, c'est Ibrahim Traoré. Il faut dire que, né en 1988, un an après l'assassinat de Thomas Sankara, Traoré grandit dans une famille modeste à Kera. Il rejoint l'armée en 2009. Formé à Pau, il est affecté dans le nord, puis envoyé au Mali sous une mission de l'ONU. Et c'est durant cette mission qu'il va se forger cette mentalité de combat contre les djihadistes, parce qu'il va combattre les djihadistes. Il sera aux premières lignes des combats contre les djihadistes. Mais pendant ce temps, le Burkina est en train de s'effondrer littéralement. En fait, depuis 1987, Blaise Compaoré, tombeur de Thomas Sankara, a enterré l'idéal sankariste. Privatisation, répression, soumission à Paris et au FMI sont légion. La fin des années 90 est marquée par de nombreuses brimades à l'encontre de la presse et de l'opposition. D'ailleurs, profitons pour faire une petite pensée pour M. Norbert Zongo, éminent journaliste burkinabé, qui est mort, assassiné d'ailleurs, dans des conditions sombres et floues. D'ailleurs, je prépare une petite vidéo sur lui qui va arriver, je pense, dans quelques semaines sur la chaîne. Mais c'est l'élément, c'est un des éléments qui prouve vraiment le pouvoir autoritaire de M. Blaise Compaoré. C'est donc dans ce climat autoritaire-là qu'en 2011 survient un événement tragique qui va faire totalement basculer le pays. En effet, un lycéen du nom de Justin Zongo est battu à mort durant sa garde à vue. Et cet événement va embraser littéralement le pays. On assistera à des manifestations monstres, des foules en furie qui demandent littéralement le départ du pouvoir en place et justice pour ce jeune homme. Et M. Blaise Compaoré, qui est au pouvoir depuis pratiquement une vingtaine, voire une trentaine d'années, va tant bien que mal essayer d'endiguer ça, on va dire. Mais le mal est déjà fait. En fait, cet événement a créé un déclic dans la tête des populations burkinabées. Ils ne veulent plus subir. À la moindre occasion, ils vont sortir pour manifester leur mécontentement. Et ça ne veut pas se faire attendre parce que, à peine 3 ans plus tard, plus précisément en 2014, M. Blaise Compaoré essaye de modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Manifestation monstre, les populations sortent dans les rues, l'Assemblée nationale est brûlée. Bref, ça part dans tous les sens. Cette population-là qui a vu les affres d'un pouvoir autoritaire qui était antidémocratique, dit non en fait. Et là, M. Blaise Compaoré s'enfuit et va s'exiler dans un pays voisin, notamment la Côte d'Ivoire. Et bien évidemment, quand on voit cette situation, on peut se dire, ok, c'est ça de l'histoire, naturellement que le pays va repartir dans de bons sillages, on va dire. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Parallèlement à cela, le jeune soldat Ibrahim Traoré, lui, enchaîne les missions. Il voit les soldats tomber et les élites festoyer. À Inata, 53 gendarmes sont tués dans une attaque de djihadistes. Et ça, c'est l'indignation totale. Parce que les populations en ont totalement marre de voir leurs soldats qui sont mal armés, mal équipés face à des djihadistes qui ont la pointe de la technologie et leurs soldats tombent comme des mouches. À cela, vous ajoutez une situation économique du pays qui ne s'arrange pas. Et là, c'est l'indignation totale. En janvier 2022, donc, Ibrahim Traoré soutient le push militaire de Paul-Henri Sandaogo d'Amingba. Ce dernier renverse le président en poste depuis 2015, en l'occurrence M. Roch-Marc Christian Kaboré. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. Mais il faut le dire, les nouveaux dirigeants qui étaient censés venir de l'armée, qui étaient censés comprendre les impératifs de l'armée et qui étaient donc censés donner tous les outils nécessaires à l'armée pour combattre les djihadistes, ne vont pas forcément aller dans ce sens parce que les soldats vont encore continuer à tomber au front. La désolation va continuer à être sémée au sein de leurs rangs. Pendant ce temps, on a littéralement l'impression que ces derniers qui ont critiqué le pouvoir en place, les pouvoirs en place, vont se retrouver dans cette position et vont perpétuer ce système, littéralement. Donc naturellement, au sein de l'armée, il commence à avoir une fronde. Les soldats sont fatigués de devoir combattre avec des fourchettes contre des gens qui ont des missiles et tout ce que vous voulez.
bien sûr, c'est une figure de style. Et au sein de ces soldats-là qui commencent à nourrir la fronde, il y a notre jeune frère, Ibrahim Traoré, qui va devenir très vite l'un des éléments importants de cette fronde. Et cette fronde va connaître son point culminant en septembre 2022. En effet, le 30 septembre 2022, avec d'autres soldats des forces spéciales, Ibrahim Traoré renverse Dabimba. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, il prend la tête du MPSR. À 34 ans, il devient le plus jeune chef d'État au monde. Nous tenons à informer la population que la situation est sous contrôle et que les choses sont en train de rentrer progressivement dans l'ordre. Nous vous invitons donc à vaquer librement à vos occupations et à vous départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourrait entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre 2022, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l'ambassade de la France ou la base militaire française 6 à Camboïsen. Et pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés, en tout cas dans une grande majorité, ne voient pas seulement un push, ils y voient une révolution. Et les similarités avec l'histoire de Thomas Sankara commencent déjà à sauter aux yeux des gens. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Parce que Ibrahim Traoré, à peine arrivé au pouvoir, en termes de communication, en termes de messages sautant aux yeux des Burkinabés, aura des signaux qui seront rassurants. Il ne sera pas forcément enclin à passer dans des limousines, dans des voitures feutrées, toujours dans son treillis militaire, toujours dans des voitures militaires, dans une posture assez simpliste, et ça va très vite créer une certaine proximité avec les populations. Et il va mettre un point d'honneur à la sécurité. Pour lui, on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas vouloir la souveraineté d'un pays s'il n'y a pas de sécurité. Et le combat contre les djihadistes, lui qui a été aux premières lignes de ce combat, il va en faire vraiment un leitmotiv. D'ailleurs, il y a un mantra qui va toujours rétorquer, il dira toujours « Je suis en guerre ». Pas en parade. Pour faire comprendre que le pays est dans une situation où il faut absolument être sur le qui-vive. D'ailleurs, l'un des événements marquants de cet état d'esprit sera un projet, pour le coup, assez atypique qu'il va lancer. En fait, à peine quelques semaines après son arrivée au pouvoir, il lance une campagne inédite. Recruter 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Des civils qui seront armés, formés, mobilisés pour défendre leur terre. En d'autres termes, le Burkina devient un état en résistance. Bien évidemment que personne n'est parfait, personne ne fait l'unanimité. Donc, beaucoup de ses détracteurs vont commencer à dire qu'il est en train de militariser ce pays. Et c'est un moment important pour préciser une chose. Vous prenez par exemple le cas d'Ibrahim Traoré, il arrive à la tête d'un pays qui est empêtré dans une situation très complexe, notamment avec les djihadistes qui gagnent du terrain. Il comprend que le pays doit se mettre sur le qui-vive et ce n'est pas une donnée qui est à négliger. Et donc, le recrutement qui a été perçu par beaucoup comme une militarisation forcée a été peut-être en termes de communication, en termes de messages envoyés à l'ennemi ou en termes d'actes concrets, un élément probant dans la lutte contre les djihadistes. On peut critiquer l'effectivité, on peut critiquer l'impact réel, mais c'est un signal fort. Mais on ne va pas rester juste dans la sécurité, parce que Ibrahim Traoré ne veut absolument pas perpétuer ce système néocolonial, ce système de clientélisme, ce système où les Africains, les États africains étaient littéralement à la disposition des Occidentaux, où les richesses profitaient aux élites africaines et aux pays occidentaux, très clairement. Donc, il va vouloir littéralement rompre avec ces pratiques. En janvier 2023, les troupes françaises reçoivent l'ordre de quitter le pays. Un événement qui va littéralement sonner comme l'effet d'une bombe. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, depuis les indépendances 60-61, beaucoup d'accords de coopération militaire ont été signés avec les ex-tuteurs, les ex-colons. Et ces accords sous-entendaient que pour la sécurité de nos États, on devrait toujours avoir des bases militaires de la France dans les anciennes colonies. Concrètement, ça n'a pas empêché que nos pays soient attaqués. Concrètement, ça n'a pas empêché que nos pays soient dans l'instabilité. Concrètement, ces bases militaires n'étaient pas là pour la sécurité des populations. Elles étaient là pour un besoin géopolitique. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, clairement, il a mis fin à tout ça. Bien évidemment, certaines personnes me rétorqueront l'argument des opérations au Sahel contre le terrorisme. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera si vous voulez. Quoi qu'il en soit, il met fin à tout ça. Et dans la foulée, il va exhorter l'ambassadeur de France à quitter le territoire français. Et dans la foulée, il va suspendre des médias français au Burkina. Et là, on pourrait se dire, attention, populisme, autoritarisme. Faites très attention. Dans l'organe géopolitique, dans la propagande néocoloniale française, il y a un outil très important, ce sont les médias. Je ne dis pas que la démarche de M. Ibrahim Traoré était totalement parfaite, je dis juste qu'il y a un contexte palpable. Lorsqu'il y a un régime qui est opposé aux intérêts des Français, généralement,
La première offensive se fait dans les médias. Et ces médias-là, on les connaît tous. Hein. Ce sont des médias très bien précis qui font le travail. Et la France, bien évidemment, a vu cela comme un acte anti-français. C'était le slogan qui a été donné, alors que c'est juste action-réaction. Parce que la même France qui a critiqué ça, si vous vous souvenez, quand il y a eu la guerre Russie-Ukraine, je pense 1 an ou au début, il y a eu des médias comme Russia 24 et d'autres qui ont été suspendus en France. Donc, c'est une pratique que eux-mêmes font, concrètement. Mais, bien plus important que cette petite blagounette, on va dire, Ibrahim Traoré, à travers ses actions, on a compris qu'il a compris les codes qui régissaient les coulisses de l'environnement géopolitique et les coulisses des sabotages des présidents qui ne vont pas dans le sens de l'ancien colon, on va dire. Et cette série de décisions va bien évidemment émoustiller beaucoup de jeunes Africains qui depuis des années ont commencé à se documenter, ont commencé à s'informer, ont commencé à apprendre leur histoire en dehors des sillages tracés par les médias occidentaux, en dehors des sillages tracés par les fameux livres d'histoire écrits par les Occidentaux. Et donc, beaucoup ont vu en cette démarche d'Ibrahim Traoré vraiment l'élan d'un homme qui va impulser une énergie nouvelle. Et ça explique en partie sa popularité au sein de la jeunesse africaine, très clairement. Mais, dans le même temps, ces démarches vont fortement le mettre sur la sellette, vont fortement le mettre dans l'œil du cyclone. Et il ne s'arrête pas là, parce que dans le même temps, dans d'autres pays voisins du Sahel, notamment le Niger, le Mali, il y a du grabuge, il y a du mouvement. Il y a eu un coup d'État avec M. Tiani qui arrive à la tête du pouvoir. Et la CEDEAO, une entité africaine qui est censée veiller à la stabilité sur le continent, s'était même positionnée dans une stature pour pouvoir attaquer le Niger, pour remettre au pouvoir le président qu'ils estiment être le bon président, on va dire. Et ça, Ibrahim Traoré et d'autres présidents du Sahel notamment se sont positionnés en disant, si vous attaquez le Niger, nous aussi, vous nous attaquez. Et ça a créé un statu quo. On s'est rendu compte finalement que la CEDEAO n'avait même pas les moyens d'attaquer le Niger. Elle comptait plus sur le soutien des pays occidentaux comme les États-Unis. Concrètement, quelques mois plus tard, l'année suivante, ces pays-là, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont décidé de quitter la CEDEAO et de créer une alliance militaro-économique, voire politique même, qui va s'appeler l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et au sein de toutes ces démarches, toutes ces postures économiques, il y a un nom qui résonne, Ibrahim Traoré. Ce n'est pas que c'est lui le plus probant, ce n'est pas que c'est lui le plus intelligent, c'est juste que dans la communication bien rodée, naturellement, c'est le visage qui est porté. C'est le visage que les jeunes Africains reconnaissent. Et bien évidemment, c'est le plus jeune. Donc, il parle à beaucoup, très clairement. Mais, plaire à beaucoup d'Africains, très souvent, la condition sine qua non, c'est devenir l'ennemi des ennemis de l'Afrique, notamment pas les Occidentaux. Les élites occidentales qui sont enclins à vouloir perpétuer ce système néocolonial. Donc très rapidement, M. Ibrahim Traoré va devenir une menace. Mais la menace, on y reviendra. Ce qui est plus important, c'est que tout ce faisceau d'action va très vite nourrir dans la tête de beaucoup de personnes le comparatif avec un certain Thomas Sankara, dont j'ai parlé sur cette chaîne ici, dans une vidéo que vous retrouvez quelque part ici. Maintenant, essayons de voir pourquoi beaucoup d'Africains voient un peu en Ibrahim Traoré la version moderne de Thomas Sankara. Mais pour cela, je pense qu'il est important quand même de faire une petite rétrospective rapide sur qui est Thomas Sankara, pour ceux qui ne le connaissent pas. En 1960, la Haute-Volta devient indépendante sous Maurice Yaméogo. Mais rapidement, son pouvoir devient autoritaire, toujours sous l'influence de la France. Donc 6 ans plus tard, le peuple se soulève, renverse le régime et l'armée dirigée par Sangoulé Lamizana prend le relais. Mais l'instabilité continue. C'est dans ce climat-là qu'un jeune homme du nom de Thomas Sankara, qui est en formation à Madagascar, qui sera aux premières loges de la révolution dans ce pays, va s'imprégner de cette doctrine, va s'imprégner de l'idéologie anti-néocoloniale, très clairement. Donc quand il revient dans son pays, il est fortement imprégné par cette idée négationniste de toutes ces pratiques néocoloniales, de toutes ces pratiques france-africaines sur le continent africain, et plus précisément au Burkina. Donc en 1983, à seulement 33 ans, il y aura une révolution, et il sera porté à la tête du pouvoir. Il deviendra le président de la Haute-Volta. Il va donc changer le nom de ce pays et va l'appeler le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et ce sera le début d'une vraie révolution, tant sociale, économique, vraiment sur plusieurs axes. Il va essayer de changer beaucoup de choses. Et l'un des points marquants, c'est la rupture notamment avec certaines institutions comme le FMI. Mais Thomas Sankara s'est avéré être trop audacieux, trop dénonciateur. L'univers dans lequel nous évoluons, les forces qui nous entourent, ne sont pas
pour favoriser un développement indépendant comme le nôtre. Au contraire, tous les pièges nous seront tendus. Trop anticonformiste pour certains, mais surtout, il s'est avéré être une vraie menace pour les intérêts néocoloniaux, pour les intérêts de beaucoup de pays. Et naturellement... Voyez-vous, l'impérialisme a tort. Mais l'impérialisme est un mauvais élève. C'est un mauvais élève. Quand il est battu, quand il est renvoyé de la classe, il revient encore. La sanction ne s'est pas fait attendre. Dans un contexte que vous connaissez à cette époque où la plupart des présidents du continent africain étaient à la botte des intérêts occidentaux, en 1987, il est assassiné avec la complicité, même d'ailleurs, sur ordre de son frère d'âme et meilleur ami, Blaise Compaoré. Si vous vous souvenez, dans la première vidéo que j'ai faite sur Thomas Sankara et le Burkina, je ne me suis jamais mouillé à dire clairement que c'est Blaise Compaoré parce que la justice n'avait pas statué. Clairement, on était encore au procès à cette époque, mais là, la justice burkinabé a statué. Il a été condamné, il n'est pas sur le sol burkinabé, mais il a été condamné par contumace pour l'assassinat de monsieur Thomas Sankara. Donc, on a assassiné ce monsieur. Donc, plus de 30 ans plus tard, beaucoup d'Africains voient en Ibrahim Traoré une matrice, une réplique, une version moderne de monsieur Thomas Sankara. L'idée n'est pas de dire que c'est le nouveau Thomas Sankara, mais les similitudes sont criades et beaucoup se permettent de rêver à cela. Donc, à la question de savoir pourquoi les jeunes Africains, beaucoup de jeunes Africains en tout cas, apprécient autant M. Ibrahim Traoré, vous avez une partie de la réponse pour ses actions, pour son affront au système néocolonial, pour ses actions dans son pays. Bien évidemment, ce n'est pas parfait. Bien évidemment, tout n'est pas encore rodé. Bien évidemment, il y a beaucoup à dire, mais en à peine 3 ans, on a l'impression que ça bouge beaucoup plus que durant les 30 ans ou les 40 ans passés. Ça, c'est un fait. Après, on pourra toujours critiquer. On n'est pas dans la passion, on n'est pas dans le fanatisme où tout ce qui est de l'AES, on valide, mais le fait est là. Les résultats sont là. Les actes sont là. Parce qu'en termes d'actes, M. Ibrahim Traoré ne s'est pas seulement arrêté au discours très sanglant, au discours très poignant, à une communication bien rodée. Non. Il y a eu des actes concrets. Il y a eu la création d'une raffinerie d'or public. Il y a eu la suspension de l'exploitation artisanale d'or en 2024 pour lutter contre la contrebande. Il y a eu la réhabilitation des mines, le soutien aux coopératives agricoles et bien d'autres actions concrètes. Donc clairement, l'objectif d'Ibrahim Traoré, un peu comme Thomas Sankara, c'est la souveraineté. Et par souveraineté, ce n'est pas seulement souveraineté militaire ou politique, c'est également la souveraineté économique. Ce n'est pas facile, c'est difficile, il y a des couacs, mais l'objectif est là et les actes en vue d'atteindre son objectif sont visiblement posés. En parallèle de cela, Ibrahim Traoré a posé des actes forts. Il a réhabilité la sépulture de M. Thomas Sankara, il a initié un vrai procès. On a remis Thomas Sankara vraiment au stade où il mérite d'être dans l'histoire du Burkina Faso. Mais vous devinez bien que toutes ces actions-là, qui nous plaisent à nous, qui plaisent aux jeunes Africains, qui plaisent à beaucoup d'Africains qui sont vraiment contre le néocolonialisme, vont déplaire à certaines personnes, à certains pouvoirs occidentaux et à leurs alliés locaux, très clairement. Et ce qui va faire que Ibrahim Traoré va devenir littéralement une menace pour les intérêts de ces derniers. Et quand vous devenez une menace pour les Occidentaux, les sanctions ne se font pas attendre. C'est ce qu'on va voir maintenant. Officiellement, Ibrahim Traoré est défini comme un dictateur, un chef de guerre, un homme qui a la tête du Burkina Faso, qui est autoritaire. En son nom est souvent même cité dans des massacres qui sont dénoncés dans le nord du pays. Bref, vous avez compris un peu l'écosystème, le champ lexical qui est mis en place pour pouvoir décrédibiliser, déstabiliser, dépeindre des présidents qui sont enclins à vouloir aller dans le sens des populations comme des incompétents, comme des sanguinaires. En tout cas, c'est tout l'écosystème qui est mis en place pour dépeindre ce dernier comme un homme qui ne mérite pas d'être là où il est. Et ce qui est le plus barbant dans tout ça, c'est que ces derniers temps, vous connaissez probablement le général anglais, un militaire noir américain qui est à la tête de l'Africom. Il a dit ces derniers temps au Congrès américain, si je ne me trompe pas, que M. Ibrahim Traoré prenait les richesses du pays pour financer sa propre sécurité et financer ses propres intérêts. Alors, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. On parle quand même d'un pays comme les États-Unis qui a littéralement doublé le budget de son armement, de sa sécurité en fait. On parle quand même d'un pays qui a établi des bases, qui a acheté des drones, qui a mis plein de choses pour lutter contre le terrorisme, soi-disant, et les résultats se font toujours attendre. Donc, voilà un des premiers aspects
de toutes les manœuvres qui sont mises en place par les pouvoirs occidentaux. Et quand je dis pouvoirs occidentaux, je ne parle pas seulement des États-Unis, hein, parce que la France a eu son petit épisode. Là, actuellement, c'est temps, c'est plus les États-Unis. Mais à la fin de la vidéo, on va essayer de comprendre un peu, à travers une petite analyse, pas forcément poussée, pourquoi les États-Unis font de ce jeune homme-là le cœur de leur politique ces derniers temps. Bref. Donc, voilà un peu tout ce qui est fait pour déstabiliser, décrédibiliser ce monsieur. Mais derrière toutes ces manigances, il y a une vérité qu'il refuse de dire. C'est que Ibrahim Traoré, 37 ans, capitaine, à la tête du pouvoir Burkina, n'est pas un président qui est arrivé là par des actions truquées, financées, orchestrées par les Occidentaux. N'est pas un président là qui n'a pas été soutenu par le peuple. Et les images le prouvent. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Heureusement, de nos jours, on a des images. On a vu plein de Burkinabés qui sont dans les rues pour lui manifester leur amour, leur soutien. Le vrai problème, c'est qu'Ibrahim Traoré a dit non. Il a dit non à la France-Afrique. Il a dit non aux coopérations burkinabo occidentales qui sont défavorables. Le vrai problème, c'est qu'Ibrahim Traoré a osé tendre la main à d'autres partenariats. Je dis bien partenariats, notamment la Russie, la Chine, la Turquie. Parce que depuis les indépendances, on n'est pas dans des postures de partenariat. On est dans des postures de coopération qui ne sont pas win-win. On est plutôt les larbins des Occidentaux. Les seuls qui profitent dans cette histoire sont généralement les élites locales et les populations souffrent. Et tout ça, ça déplaît fortement aux Occidentaux. Je rappelle également, une fois de plus, qu'il a littéralement expulsé les troupes françaises du territoire burkinabé. Il a expulsé l'ambassadeur, il a expulsé les médias. Donc tous ces événements mis bout à bout déplaisent fortement à ces pays. Et donc naturellement, les menaces, les tentatives de renversement. Je vous ai dit une chose au début de la vidéo, c'est que Ibrahim Traoré, je ne sais pas s'il a étudié le sujet, mais en tout cas, dans sa posture, on a l'impression que il sait dans quel environnement il évolue. Parce que même dans sa communication, c'est très rodé. Il ne sort pas pour parler comme ça. Quand il sort pour parler, c'est millimétré, c'est ciblé et on envoie direct au taquet. Même dans le visuel, dans l'approche avec le peuple, la communication est totalement rodée. Ce qui fait que dans un monde où les multimédias, où la connexion à travers tous les pays est aussi poussée, tous ces moindres faits et gestes sont vus et sont vraiment ont un impact très létal parce que la jeunesse africaine y est sensible. Et donc, naturellement, sa popularité grandit. Comme je le dis, je le redis, le sujet n'est pas ici de dire qu'il est parfait. Attention, je dis juste qu'il a compris les codes, des coulisses, des manœuvres géopolitiques. Parce qu'en face, il faut le dire, on a une facilité à dire qu'il a une communication rodée, mais en face, la communication pour le salir, pour le déstabiliser, pour le décrédibiliser, elle est beaucoup plus rodée et elle a un plus gros budget. Il faut le dire clairement. Mais tout ça, on peut toujours dire que Ibrahim Traoré a chassé les Français, qu'il s'oppose au néocolonialisme, qu'il a pris plusieurs mesures pour arrêter pour diversifier les partenariats avec des pays comme la Russie, la Chine ou encore la Turquie. On peut parler de Wagner, on peut parler de plusieurs choses. Mais si vous avez remarqué, ces dernières semaines, il y a eu une recrudescence des tensions entre le Burkina et les États-Unis. Essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Vous allez comprendre que, en fait, le Burkina Faso, qui est dépeint comme l'un des pays les plus pauvres au monde, ou un pays à rien, est un pays en réalité qui a en son sein un élément très clé dans les données géopolitiques actuelles. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Ibrahim Traoré a lancé une politique de nationalisation, partielle en tout cas, de l'or burkinabé. Il a mis fin à certains contrats d'entreprise au sein de son pays. Comme le Mali et le Niger, le Burkina veut reprendre la main sur ses ressources, longtemps contrôlées par des intérêts étrangers. En 2023, un nouveau code minier a été adopté et l'État a créé la SOPAMIB pour défendre les intérêts publics dans l'exploitation des mines. Résultat, 2 sites majeurs, Boungou et Wagnon, sont passés sous le contrôle national. Et ce n'est que le début. Et là, vous pouvez me dire, oui, c'est du populisme. Est-ce que les Burkinabés ont les compétences pour exploiter ces ressources? Est-ce que ce sont des mesures qui sont vraiment le résultat d'un vrai populisme? La vérité, c'est que des études sérieuses sont sorties pour prouver que dans les partenariats d'exploitation minière, on va dire au Burkina, le Burkina n'a pas forcément été un grand gagnant. Ce sont des entreprises canadiennes, londoniennes, françaises qui profitaient de tout ça. Aujourd'hui, le projet qui est mis en place n'est pas un projet pour exploiter l'or seulement par des Burkinabés. C'est un projet qui est mis en place pour exploiter l'or du Burkina par des Burkinabés, mais surtout par des personnes
compétentes. À cet effet, il y a eu des partenariats qui ont été signés avec des entreprises, mais qui ne viennent pas des pays que je vous ai cités précédemment. Que les termes du contrat soient clairement signés et ne sont pas désavantageux à l'égard du Burkina. Très clairement. Parce que des études sérieuses ont prouvé que le Burkina et le Mali, à eux deux, en 2023, ont produit pratiquement 200 tonnes d'or. Le Burkina est ni plus ni moins que l'un des 5 plus gros producteurs d'or sur le continent africain. Et là, on peut se dire, ouais, mais depuis on parle d'or. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, dans la situation géopolitique actuelle, est hautement importante. Vous avez dû entendre parler des BRICS, ce consortium d'alliances qui se veut être vraiment la réponse ou la contrebalance aux jeux géopolitiques occidentaux. Eh bien, dans le BRICS, il y a la Russie. Et dans le BRICS, ils ont prévu de créer un organe monétaire visant à se prémunir contre toutes les attaques venant de l'Occident, on va dire, en termes de monnaie, en termes d'économie. Mais tous ces projets monétaires doivent s'adosser à un élément, l'or. Sauf que le Niger, le Mali et évidemment le Burkina sont en train de copiner avec l'Union soviétique, avec la Russie. Et ça dérange beaucoup. Ça inquiète beaucoup les États-Unis qui sont toujours dans leur logique de domination mondiale. C'est en ce sens-là que le Burkina et Ibrahim Traoré devient un élément important, très important. Parce que les partenariats qui étaient signés avec ces boîtes occidentales étaient littéralement perdants. Donc ils se gavaient. Et là aujourd'hui, dans cette dynamique de jeu géopolitique, de blocs qui sont en train de se former, ils sont en train de perdre une donnée majeure, notamment l'or. Et ça peut expliquer en partie la haine, l'hostilité vraiment criade que ces pays manifestent comme M. Ibrahim Traoré ces derniers temps. Mais la dernière attaque, si elle est réelle, a été déjouée. Les populations sont sorties le 30 pour manifester à travers le monde entier qu'elles voient ce qui se passe, qu'elles disent non à ce qui se passe et qu'elles soutiennent M. Ibrahim Traoré. Je le dis, je le redis, au risque de me répéter, je ne suis pas en train de dire que M. Ibrahim Traoré au Burkina est parfait. Je ne suis pas en train de dire que les Burkinabés ont un indice de joie le plus élevé au monde entier. Je suis juste en train de dire que les Africains sont en train de retoquer une chose. Désormais, l'histoire des Africains, elle est écrite, décidée par les Africains. Les critiques à nos dirigeants africains, c'est nous qui les faisons. Si on ne veut plus d'un dirigeant africain, c'est nous qui les enlevons, c'est nous qui les mettons. Plus besoin d'un métronome qui vient d'ailleurs. Et ce message-là, c'est ce message qui est le plus important. Quand les Burkinabés estimeront qu'ils en ont marre de M. Ibrahim Traoré, si ça arrive, ils feront le nécessaire pour qu'il quitte le pouvoir. Quand les Burkinabés estimeront que M. Ibrahim Traoré est le bon, qui veut continuer avec lui, ils continueront avec lui. Si c'est l'argument de la démocratie faite dans les codes occidentaux qui est donné, j'ai envie de dire, depuis pratiquement 60 ans sur le continent africain, on pratique cette démocratie avec les codes occidentaux. On a vu les résultats qui sont donnés. Parce que ce n'est pas la démocratie le problème, c'est les hommes qui font la démocratie. Et quand on fait une démocratie, qu'on met en place des pantins, des personnes qui sont à la botte de leurs intérêts, on voit très vite ce que ça donne. C'est une nouvelle donnée au sein du Sahel, c'est une nouvelle donnée au sein du Burkina, c'est en test, c'est en laboratoire, c'est en incubation, ça ne date que de 3 ans. Laissez les Africains observer, laissez les Africains critiquer, laissez les Africains sortir dans la rue pour dire qu'ils disent non. C'est le message. La nouvelle génération dit non à ça. Et c'est la raison pour laquelle Ibrahim Traoré est aussi populaire. Et à chaque fois qu'il sera attaqué, ça va susciter encore de l'empathie. Et sa popularité va grandir. Aujourd'hui, au Nigeria, au Ghana, dans beaucoup de pays, la popularité d'Ibrahim Traoré est incommensurable. Un homme populaire n'est pas forcément un homme bon. La nuance est là. Mais les Africains ne sont pas débiles. On ne se lève pas pour aduler quelqu'un comme ça s'il n'y a pas des actes concrets. Donc, le message est fort. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une petite vidéo pour parler d'Ibrahim Traoré. Dimanche, je vous sors une petite vidéo que j'avais déjà commencé à préparer. L'une des dernières vidéos de la série avant la FAQ. Et dans la semaine, là, je reprends une vidéo sur l'histoire d'un pays que j'ai pratiquement peaufiné. Je vais la sortir. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'oubliez pas, on est sur Twitch, on fait des lives très sympas, on a créé une belle petite communauté, on rigole. N'hésitez pas à faire un tour.
Les jeudis, on fait des lives sérieux sur des thèmes choisis en amont. Après, on fait des petits thèmes à côté. Et les samedis, c'est des lives beaucoup plus chill, beaucoup plus décontractés. Mais les samedis, c'est en 15. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. Il y a tous les liens dans la description pour soutenir la chaîne. Il y a tous les liens pour vous abonner à toutes les plateformes. Et puis, portez-vous bien d'ici là.